Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe qui coûte très cher à de nombreuses entreprises de transport, celui d'avoir des flottes de véhicules ultramodernes, mais à côté de ça, une gestion des conducteurs qui repose encore sur des tableurs Excel et des classeurs en carton. Nos documents de référence pointent du doigt ce qu'ils appellent un point aveugle, une zone grise où s'accumulent les coûts cachés et les risques juridiques. C'est exactement ça. Et la question qui se pose, elle est vraiment fondamentale. Pour améliorer la performance, est-ce qu'il faut tout miser sur un système de données centralisé qui transforme en quelque sorte chaque conducteur en un actif mesurable, quantifiable, optimisable? C'est une vision des choses. Et c'est précisément cette vision que je vais défendre. Je pense que le passage à un pilotage par la donnée est un levier de sécurité et de rentabilité devenu honnêtement indispensable aujourd'hui. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais de lui donner les bons outils. Alors que de mon côté, je serais, disons, un peu plus prudent. Je soutiendrais que cette course à l'optimisation par les systèmes risque de nous faire perdre l'essentiel. La confiance, le jugement, l'expérience. Bref, toute la dimension humaine qui, elle, n'entre dans aucune case d'un tableur. Allons-y alors. Pour moi, le point de départ est un constat simple, presque brutal. Le problème de fond de beaucoup de flottes, ce n'est pas la compétence des chauffeurs, c'est l'absence d'un poste de pilotage. Les gestionnaires, en fait, ils naviguent à vue. Ils pensent maîtriser la situation, mais en réalité, ils sont exposés à des risques qu'ils ne voient même pas. Et je ne parle pas de choses très compliquées, hein. Je parle d'un permis qui va expirer dans un mois. Si ce conducteur a un accident, même s'il n'est pas responsable, l'assurance peut se défausser. C'est un risque juridique et financier qui est juste énorme. Ou alors je parle d'un chauffeur qui accumule de petites infractions sans que personne ne fasse le lien. Tout ça, ce sont les symptômes d'une gestion qui subit, qui réagit toujours après la crise. Donc pour vous, la solution est purement technologique, c'est ça? La solution, c'est de changer de paradigme. Et pour ça, oui, il faut un outil. L'idée, c'est de créer ce que nos sources appellent un dossier conducteur centralisé. Attention, ce n'est pas juste un CV numérique qu'on met à jour une fois par an. C'est bien plus que ça. C'est une carte d'identité opérationnelle, vivante. Elle agrège en temps réel toutes les données administratives, RH, la validité du permis, le suivi des formations, l'historique des infractions, des accidents. Tout est au même endroit. En faisant ça, on arrête d'être dans la réaction. On commence à piloter. On anticipe les problèmes, on assure la conformité, on maîtrise les coûts. On transforme le conducteur en un véritable partenaire stratégique dont on peut mesurer et surtout valoriser la contribution. Je comprends la logique, elle est très séduisante sur le papier. Mais ce que vous décrivez me semble créer une opposition très artificielle entre le système et l'humain. Dans le texte, on lit cette phrase que les gestionnaires disent souvent. Chez nous, on connaît nos chauffeurs. Le document présente ça comme un mythe, une sorte de vieille croyance à dépasser. Moi, je pense tout le contraire. Ce n'est pas un mythe, c'est le pilier d'une bonne gestion. Le problème, ce n'est pas que les managers connaissent leurs équipes, c'est peut-être qu'on ne leur donne pas le temps ou les moyens de bien le faire. Mais cette connaissance est subjective, elle est partielle. Peut-être, mais elle est essentielle. Et puis, il y a le vocabulaire que vous employez qui est très révélateur. Transformer le conducteur en actif, le réduire à un dossier numérique, c'est une vision très déshumanisante. On glisse d'une relation de management à une logique de surveillance. On ne gère plus des personnes, on contrôle des ressources. Et ça se fait forcément au détriment de la confiance, qui est le carburant de n'importe quelle équipe. Surtout, ce système que vous vantez, il est obsédé par la détection des anomalies. Les infractions, les accidents, les dates d'expiration. Il est conçu pour trouver ce qui ne va pas. Mais que dit-il sur tout ce qui va bien? Sur l'excellence, l'initiative, le professionnalisme au quotidien? Rien. Il est aveugle au positif. C'est un point intéressant, mais je ne le vois pas du tout comme ça. Le but n'est pas d'instaurer la méfiance, mais l'objectivité. Prenons ce que les documents appellent la gestion par l'exception. L'idée, ce n'est pas d'espionner chaque minute de travail, c'est tout l'inverse. Le système, il faut le voir comme un filtre intelligent. Il ne vous dérange pas pour rien. Il vous envoie une alerte uniquement quand c'est nécessaire. Par exemple, attention, le permis de Monsieur Dupont expire dans 30 jours. Ou encore, Monsieur Martin a eu 3 excès de vitesse de moins de 10 km/h sur le même tronçon ce mois-ci. Et qu'est-ce que le manager est censé faire de cette information? Convoquer Martin pour le sanctionner? Pas forcément, c'est là toute la subtilité. Cette alerte, c'est une aide à la décision. Ça permet d'ouvrir une discussion constructive basée sur des faits. Le manager peut dire
Martin, je vois que ça coince souvent à cet endroit. Est-ce que les délais sont trop justes sur cette tournée? Est-ce qu'il y a des travaux? On passe d'une discussion subjective, potentiellement conflictuelle, à un dialogue basé sur des données concrètes. On ne cherche pas un coupable, on cherche une solution. C'est ça l'intelligence du système. Il nous dit où, quand et pourquoi il faut agir. C'est un outil de management préventif. Je ne suis pas convaincu. Pour moi, cette gestion par l'exception est une arme à double tranchant. Elle formate les managers à ne chercher que les problèmes. Leur tableau de bord devient une liste de points rouges. Ils se transforment en auditeurs des défaillances, pas en leaders d'équipe. La question reste entière. Quitte des 99% du temps où le travail est bien fait, où la livraison a vive valeur, où le client est content, où le conducteur a pris une initiative intelligente. Un bon manager, ce n'est pas juste quelqu'un qui réagit à des alertes algorithmiques. C'est quelqu'un qui construit une relation, qui motive, qui reconnaît les succès. Et ça, aucun système ne sait le mesurer. Le vrai danger, c'est de créer une culture d'entreprise où la seule fois où le manager parle à son conducteur, c'est parce qu'un voyant s'est allumé sur son écran. Bonjour l'ambiance, quoi. Mais la relation humaine que vous défendez, aussi importante soit-elle, peut être une source de biais et d'inefficacité. C'est là que ça nous amène à la question de l'affectation des véhicules. Le texte est très clair là-dessus. Souvent, les affectations se font par habitude, par affinité ou dans l'urgence. Des décisions prises au feeling. Attendez, vous parlez de décision au feeling. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un manager avec 20 ans d'expérience prend ses décisions au hasard? Ce n'est pas du feeling, c'est de l'expertise accumulée. Une expertise qui a ses limites. Et les conséquences, elles sont mesurables. Imaginez le scénario, il arrive tous les jours. On envoie Marc, notre meilleur conducteur, faire une livraison simple en centre-ville avec le plus gros camion de la flotte, simplement parce que c'est son camion. Au même moment, un jeune conducteur, Kevin, se débat avec un petit utilitaire sur une route de campagne difficile pour laquelle il est mal formé. C'est une perte sèche, surconsommation de carburant pour Marc, usure du matériel et surtout un risque d'accident énorme pour Kevin. Le système, lui, n'a pas d'affinité. Il aurait analysé les missions et les profils, il aurait dit « mission A pour Marc, qui requiert expérience et maîtrise, mission B pour Kevin, adaptée à son niveau ». On aurait économisé du carburant, réduit le risque et surtout on aurait mis la bonne compétence au bon endroit. La traçabilité, ce n'est pas pour fliquer, c'est pour optimiser et responsabiliser. Je suis désolé, mais je n'adhère pas du tout. La situation que vous décrivez est une caricature. Le manager qui connaît Marc et Kevin, il ne décide pas au hasard. Peut-être qu'il sait que le client de Marc est un client historique, très difficile, et que seul Marc a la diplomatie pour le gérer. Et peut-être qu'il sait que Kevin a besoin de se confronter à des missions un peu plus difficiles pour progresser, et que cette route de campagne est un bon exercice pour lui. Votre système, il voit des données brutes. Le manager, lui, il voit des personnalités, des contextes, des plans de carrière. Un algorithme ne sait pas ce que c'est qu'un client en colère, une rampe de livraison mal fichue ou un embouteillage imprévu. Cette mémoire humaine que le texte critique, ce n'est pas un bug du système, c'est sa fonctionnalité la plus précieuse. Vouloir la remplacer par des règles rigides, c'est se priver d'une intelligence opérationnelle irremplaçable. Mais il y a bien des domaines où cette expertise humaine est moins performante. Et ça m'amène au troisième point de friction, les primes et les frais. Le calcul manuel, c'est le cauchemar de tous les gestionnaires. C'est chronophage, c'est une source d'erreurs sans fin et donc de conflits. À la fin du mois, c'est toujours la même chose. Pourquoi j'ai eu 50 € de moins que mon collègue? Mon décompte n'est pas le même que le vôtre. C'est usant pour tout le monde. Et ça mine la confiance. D'accord, je suis d'accord que les erreurs de paie sont un vrai problème. Exactement. Et l'automatisation règle ça de manière nette et définitive. On définit des règles claires, partagées avec tout le monde. X euros par kilomètre, Y pour telle mission de nuit, Z pour tel type de marchandise. Les données sont collectées automatiquement. À la fin du mois, le calcul est instantané, précis et transparent. Le conducteur sait exactement pourquoi il touche telle somme et le gestionnaire est libéré d'un casse-tête administratif pour se concentrer sur son vrai métier. L'avantage principal, c'est l'élimination de l'erreur humaine, qui est souvent à l'origine de beaucoup de frustrations. On rétablit l'équité et la confiance sur des bases factuelles. J'aborde la question sous un autre angle. Oui, l'automatisation élimine l'erreur de calcul, ça je vous le concède. C'est un vrai progrès. Mais elle élimine aussi toute nuance, toute reconnaissance de ce qui sort de l'ordinaire. Prenons un exemple concret. Un conducteur arrive chez un client important et la zone de déchargement est complètement bloquée par un autre camion en panne. La procédure standard dit « ne rien faire, appeler le bureau, attendre les instructions ».
Mais lui, il a de l'initiative. Il voit une autre solution. Il va parler au responsable du quai, négocier avec le cariste, trouve un moyen de décharger quand même et fait gagner 2 heures à tout le monde. Comment votre système automatisé le récompense pour ça? Le manager peut toujours ajouter une prime manuelle exceptionnelle. Mais le système, lui, ne le verra pas. Pire, il pourrait même le pénaliser. Parce qu'en résolvant le problème, le conducteur a peut-être passé plus de temps sur place que prévu ou a dévié de l'itinéraire optimal. L'algorithme, lui, verra une anomalie négative. En liant la rémunération uniquement à des indicateurs rigides et quantitatifs, on crée un système qui incite les gens à suivre bêtement les règles, même quand la situation exige de l'intelligence et de l'initiative. On récompense l'exécution, pas la performance. On dévalorise ce qui fait la différence entre un service correct et un service exceptionnel. La performance, ça ne se résume pas à des kilomètres et des missions cochées sur une liste. Je concède que l'humain est et restera toujours au cœur du métier. Mon argument n'a jamais été de le remplacer. Je soutiens qu'un système de gestion de données bien conçu ne remplace pas le manager. Il augmente ses capacités. C'est un copilote. En objectivant les informations, en lui fournissant des données fiables, en automatisant les tâches sans valeur ajoutée, on lui libère du temps et de l'énergie pour faire ce que la machine ne peut pas faire. Manager, coacher, motiver. On fait du conducteur un partenaire dont la performance est soutenue par des outils fiables et non plus jugée sur des impressions. Le but n'est pas de contrôler, c'est de piloter. De passer d'une culture où l'on éteint des incendies à une culture où on les empêche de se déclarer. Je reconnais que les données sont utiles pour éclairer une décision. Ma mise en garde porte sur la confiance excessive, voire aveugle, que l'on place parfois dans la technologie. La performance durable d'une flotte, la vraie, celle qui fidélise les clients et les conducteurs, elle ne repose pas sur des algorithmes, mais sur des fondations humaines. La confiance, le respect, la reconnaissance de l'expertise. Une systématisation à outrance, une obsession pour la donnée, peut éroder ces fondations. Elle risque de remplacer le jugement par des règles, l'intuition par des alertes et de privilégier la traçabilité au détriment de l'autonomie. La technologie doit rester à sa place, un formidable outil au service du jugement humain et jamais l'inverse. En fin de compte, nos deux perspectives se rejoignent sur un point crucial. Derrière chaque volant, il y a une personne. Toute la question, et le débat reste ouvert, est de savoir comment valoriser au mieux cet élément humain. Faut-il le considérer comme une variable à optimiser au sein d'un système pour en maximiser l'efficacité et la sécurité ? Ou faut-il au contraire le voir comme la source première de l'intelligence opérationnelle, une intelligence que les systèmes doivent se contenter de soutenir sans jamais chercher à la contraindre ou à la remplacer? Nos documents de référence apportent des éléments de réponse, mais le débat, lui, est loin d'être clos.